Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Après 7 années de sécheresse, un secteur de l'élevage en crise. En 9 ans, 38% du cheptel détruit. Le nombre de femelles reproductrices a chuté de 8,7 millions de têtes en 2024 et cette rareté du bétail a fait flamber les prix. Nous sommes à la veille de la fête de Eid al-Adha, une célébration qui se fera cette année sans sacrifice suite à l'appel fait par Sa Majesté le roi Mohammed VI de s'abstenir du sacrifice cette année. Un appel pour tenter de sauver, de protéger et de reconstituer notre cheptel. Ce n'est pas seulement une mesure de sauvegarde du cheptel national, c'est aussi une bouffée d'oxygène pour des ménages fatigués face à la flambée des prix des produits alimentaires. Et on va en parler ce soir avec M. Mohamed Tahar Srairi. Vous êtes professeur à l'Institut agronomique et vétérinaire de Rabat. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour l'invitation, chère madame. Alors, on va parler de cette célébration. Nous sommes à la veille de Eid al-Adha, cette célébration qui va se faire sans sacrifice cette année. Une nécessité aujourd'hui pour pouvoir sauver, reconstituer, comme je le disais à l'instant, et protéger notre cheptel. Oui, bon, dans les classements internationaux, le Maroc dispose du 15e cheptel par les effectifs. C'était les chiffres qu'on a toujours avancés. Donc nous sommes un pays moutonnier, même historiquement, c'est ce qui était présenté. Malheureusement, avec les effets de 5 années de sécheresse, et puis peut-être aussi des politiques publiques qui n'ont pas accordé suffisamment d'importance à l'élevage familial et l'élevage extensif, notamment l'ovin. Aujourd'hui, on est en difficulté. Je rappelle que l'Eid al-Adha s'appelle au Maghreb, et notamment au Maroc, l'Eid al-Kibir. Et la connotation est lourde de sens parce que nous sommes un pays qui avait un passé glorieux en termes d'élevage ovin et de disponibilité de viande ovine. Une grande fête donc, qui se fera sans sacrifice cette année. En tout cas, l'appel a été fait dans ce sens. Sa Majesté le roi Mohammed VI met l'accent sur la reconstitution du cheptel, une opération qui doit être réussie à tout prix. Et justement, quelle priorité aujourd'hui, par quoi commencer pour pouvoir réussir cette opération et la mener de manière optimale? Oui, bon, il faut être clair. L'élevage, c'est des ressources. C'est de la conversion de ressources. Et ça nous ramène à la question de l'eau. Nous étions dans les 15 premiers mondiaux en termes d'élevage ovin parce que nous avions des pâturages qui étaient, je dirais, de bon état quand il pleuvait. Et en fait, nos animaux, quand vous prenez un peu le savoir scientifique, on nous dit les systèmes pastoraux, les systèmes agro-pastoraux et les systèmes oasiens. C'est comme ça qu'on a toujours classé l'élevage ovin au Maroc. Malheureusement, au cours des 20 dernières années, le constat est sans appel. Les animaux sont peut-être sur les pâturages, mais ce qu'ils consomment ne vient plus des pâturages, parce que les pâturages sont en mauvais état, parce qu'il ne pleut pas assez. Donc ici se pose la question de l'adaptation de l'élevage ovin face au changement climatique. Est-ce qu'on a suffisamment de ressources? Se pose aussi la question de l'appui aux éleveurs qui sont dans ces territoires, je dirais, marginaux. Et vous avez vu, le dernier rapport du Conseil économique, social et environnemental est clair à cet égard. La petite agriculture et la moyenne agriculture familiale n'a peut-être pas bénéficié de suffisamment d'appui, notamment financier, et c'est elle qui est en grande partie responsable donc de l'élevage ovin à l'échelle nationale. Donc cet élevage familial qu'il faut soutenir davantage aujourd'hui pour pouvoir sauver ce cheptel, justement le fait qu'on doive également pouvoir s'adapter au changement climatique, je le disais tout à l'heure, 7 années de sécheresse, ce n'est pas évident et on ne sait pas comment la situation pourrait évoluer. Apparemment, on va continuer dans ce sens, certainement, au vu du changement climatique et de toutes les politiques qui ont été, en tout cas, mises en place pour pouvoir accompagner ce changement climatique. Aujourd'hui, quelles sont les mesures urgentes qu'il faut mettre en place pour vraiment s'adapter et continuer donc à avoir un élevage qui soit suffisant en termes de sécurité alimentaire En fait, le consommateur, il voit l'élevage juste par rapport à la disponibilité de viande et pour les bovins, le lait. Mais il ne faut pas oublier tous les rôles écosystémiques fondamentaux qu'assure l'élevage dans les territoires où il est pratiqué,
le recyclage du fumier, la création d'opportunités d'emploi pour des milliers, pour ne pas dire des millions de personnes. Et là aussi se pose la question donc, de l'attractivité du travail. Moi, j'ai fait des recherches sur des petits échantillons. Quand vous arrivez à la fin de la journée avec un revenu inférieur au SMAG, donc 50 à 70 dirhams la journée, pour les gens qui sont au quotidien employés dans ces tâches, ben malheureusement, l'attractivité de ce travail n'est plus garantie et c'est pour ça qu'on a perdu des emplois dans le secteur agricole, notamment des emplois en lien direct à l'élevage. Et je rappelle que l'élevage nécessite un travail d'astreinte quotidien. C'est des soins au quotidien, à la différence des cultures. Vous avez parlé des mesures urgentes. Il y en a certaines qui ont été décrétées par les pouvoirs publics, notamment subventionner certains aliments importés, de l'orge importée. Oui, ça peut soulager. Et l'abattage des brebis qui a été depuis mars interdit pour pouvoir justement reconstituer et protéger le cheptel. C'est fondamental. Vous touchez là, vous mettez le doigt sur le point clé, c'est-à-dire les élevages naisseurs, là où il y a des femelles. On s'est rendu compte au cours des 5 dernières années, avec le manque d'aliments, que leur fonction première, qui est donc de produire des nouveau-nés, a été compromise parce qu'il n'y a pas suffisamment à manger. Et au lieu d'avoir un agneau par brebis par an, ce qui est la norme, ben on se retrouve parfois moins de la moitié d'un agneau, donc une brebis sur 2 qui fait une mise bas et qui nous donne un produit viable. C'est ce qui nous a amené à la situation où on est. Donc aujourd'hui, vous parlez de mesures. Oui, il y a les mesures en lien à la disponibilité de ressources. Mais là aussi, nos marges de manœuvre sont limitées, parce que je rappelle que l'élevage, c'est d'abord des ressources fibreuses, c'est-à-dire les ressources locales. Quand l'État appuie, c'est surtout des importations d'aliments concentrés, donc de l'orge, grains, des aliments composés. Mais il ne faut pas oublier, il y a l'herbe, la biomasse primaire. Et là, nos marges de manœuvre sont limitées. Il y a aussi l'accompagnement sanitaire, bien entendu. Les autorités, là, mettent le paquet sur les vaccinations, les campagnes prophylactiques, etc. Et puis, il y a peut-être un point fondamental qui est l'appui technique, c'est-à-dire éviter les pertes de nutriments, s'assurer que nos éleveurs maîtrisent bien, par exemple, le sexe ratio, le nombre de mâles par femelle pour qu'on ait la reproduction qui se fasse dans les meilleures conditions, et là, etc. la technologie pourrait intervenir peut-être pour optimiser cette gestion, non ? On ne parle pas de technologie très avancée, mais on parle déjà d'un accompagnement que les éleveurs vont ressentir sur le terrain avec la visite de techniciens qui vont s'assurer que, par exemple, que les mises bas se font à des périodes opportunes, qu'on ait les stocks alimentaires nécessaires. Parce que là, il y a une réalité de l'élevage au vin au Maroc. C'est que la majorité des mises bas se font à des moments où il n'y a pas une grande disponibilité de ressources alimentaires. Les mises bas se font en automne, quand on est dans ce qu'on appelle la soudure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à manger. Là, il faut accompagner les éleveurs, leur expliquer qu'il faut des stocks alimentaires. Ce n'est pas facile, parce qu'il y a l'inflation mondialisée, tout coûte plus cher. Mais in fine, cet accompagnement technique est fondamental pour essayer de récupérer des manques à gagner et s'assurer qu'on ait un peu la rentabilité pour garantir l'attractivité de ce secteur. Un accompagnement nécessaire au-delà de l'accompagnement financier, bien sûr. Tout à fait. L'accompagnement technique dont vous parlez. Quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels sont confrontés les petits éleveurs, justement ? Vous en parliez tout à l'heure. C'est des défis de long terme, c'est-à-dire les ressources alimentaires. Il faut du dimensionnement. Et là, c'est le rôle du zootechnicien, c'est le rôle du savoir scientifique. On ne peut pas avoir des cheptels de 200, 300 brebis si, en parallèle, il n'y a pas parfois des stocks alimentaires d'une année. Et dans les zones arides, parfois, les chercheurs préconisent 2 années de stocks alimentaires. Bien sûr, ça pose des défis énormes, notamment en termes de fibres. Ça pose aussi l'ouverture de débats sérieux dans les bassins, parce que l'élevage au vin qui va avoir lieu dans les plaines atlantiques, ce n'est pas l'élevage au vin dans les hautes montagnes. Et là, bien entendu, il nous faut des référentiels actualisés sur ce que consomment ces troupeaux, notamment dans cette conjoncture de changement climatique. Quand vous parlez de référentiels actualisés, vous parlez de chiffres. Bien entendu. Aussi bien les statistiques crédibles sur les effectifs des animaux, mais aussi sur l'état des ressources que vont consommer ces animaux, aussi bien à partir des pâturages naturels, c'est fondamental, il faut qu'on ait des chiffres, mais aussi toutes les ressources de complémentation, c'est-à-dire tout ce qui est importé, tout ce qui peut acheter l'éleveur pour essayer de soutenir son troupeau. Et pour rester sur ces chiffres, justement, à combien s'élève le besoin actuel en tête, je dirais, pour pouvoir retourner à un niveau normal de production ? Il faut accorder l'importance primordiale aux femelles, notamment les femelles du renouvellement, c'est-à-dire les antonnaises.
Malheureusement, au cours des 3 ou 4 dernières années, on a eu des abattages massifs de ces jeunes femelles parce qu'il n'y avait pas les ressources alimentaires, ça coûtait trop cher de les entretenir. Donc il faut qu'on ait des statistiques crédibles sur le cheptel du renouvellement, sur les brebis, effectivement, qui sont en état de reproduction, et sur ce qu'on appelle de manière générale les paramètres démographiques, c'est-à-dire le nombre de femelles capables de se reproduire, leur performance de reproduction. Ces chiffres manquent malheureusement. Mais in fine, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le statut de puissance moutonnière ou de grand pays moutonnier, on l'a perdu. Parce que nous n'avons plus, disons, les effectifs, les ressources qui servent à soutenir les troupeaux et les effectifs animaux à même d'avoir la reproduction pour nous approvisionner en produits chaque année. Et je le disais tout à l'heure, dans le cas particulier de la femelle reproductrice, le nombre a chuté de 8,7% en 2024 sur une année, ce qui est déjà important. Si on devait donc extrapoler sur les 10 dernières années, j'imagine que le chiffre serait énorme. C'est clair, vous touchez du doigt un paramètre fondamental. La reproduction, nos troupeaux ovins sont des troupeaux naisseurs, c'est-à-dire qu'ils ne donnent jamais de lait. Ce qu'ils donnent, c'est des nouveau-nés. Il faut s'assurer que cette fonction se passe dans les meilleures conditions dans les différents territoires avec les différentes races, parce qu'il y a aussi des races différentes. Puis je voudrais aussi rajouter un point fondamental. Dans l'équation, là on parle surtout de l'offre, mais n'oublions pas la demande. Le Maroc a changé au cours des 20 dernières années. C'est un pays qui s'est beaucoup urbanisé. Nous voyons l'émergence d'une classe qui a des moyens financiers, capable d'acheter. Nous voyons même qu'avec l'interdiction ou l'appel à s'abstenir de procéder à l'abattage, malheureusement, il y a de la spéculation sur les bêtes et sur la viande ovine. Et donc, il y a aussi matière à maîtriser un peu cette demande. De quoi on parle, combien d'effectifs, quelle est la demande effectivement exprimée pour pouvoir avoir l'adéquation entre l'offre et la demande. Et puis sensibiliser un petit peu le public, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à travers cet entretien avec vous sur la situation actuelle. Merci à vous, M. Mohamed Taher Srairi, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut agronomique et vétérinaire de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Merci, madame. C'est la fin d'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.